enregistrement. Bien. Donc, pour tester la résolution de nom, on le fait avec la fameuse commande NSLOOKUP, permettant de faire la résolution directe et la résolution inversée. Résolution directe, c'est-à-dire on lui donne un FQDN, un Fully Qualified Domain Name, c'est-à-dire donc le host name plus le suffixe DNS, elle nous retourne l'adresse IP. Et la résolution inversée, on lui donne l'adresse IP, elle nous retourne le nom. Oui. Oui. Donc NSLOOKUP qu'on a aussi par défaut sous Windows. Hein. Donc NSLOOKUP, je lui dis, dis-moi qui est le 1.1.1.1 qui correspond à l'adresse IP 1.1.1.1. Donc on voit que le DNS utilisé par l'école, c'est le DNS de Google. La requête DNS est envoyée à ce dernier sur le port 53. Et ce DNS de Google nous dit que derrière, où la résolution de nom 1.1.1.1 correspond à ces adresses-là. 2 adresses en IPv6 et 2 adresses en IPv4. Vous savez, le 1.1.1, c'est celui-ci. Hein. Donc, le site web qui présente le serveur DNS mondial 1.1.1.1. D'accord ? Auquel on peut accéder avec soit ce nom, soit avec cette adresse. Donc, peu importe. D'accord ? Bien. Et donc, le DNS attribué à ma machine, quand le DHCP de l'école a donné une configuration IP à ma machine, il lui a dit, tu utilises le serveur DNS de Google, le 8.8.8.8. Donc, NSLOOKUP qu'on peut utiliser, comme je disais, avec DFQDN pour regarder les noms ou récupérer les noms, ou on peut lui donner aussi des adresses IP pour lui dire, trouve-moi le FQDN qui se trouve derrière ce nom, cette adresse IP, pardon. Donc, le premier exemple, c'est ce qu'on appelle une résolution directe. Donc, ça consulte la zone de résolution directe. Et la deuxième, c'est une résolution ou une demande de résolution inversée. C'est-à-dire, dans le DNS chez Google, dans leur zone de résolution directe, ils ont une correspondance ou un enregistrement A qui fait correspondre ce nom à cette adresse IP ou à ces adresses IP. Et dans la zone de résolution inversée, ils ont un enregistrement PTR, pointeur, qui fait correspondre cette adresse IP à ce nom. D'accord ? Bien. Et donc, pour pouvoir l'utiliser sous Linux, ils l'ont allégé sous Debian, elle n'est pas par défaut. Il faut installer le paquet DNS utile. Parce que ça fait partie des utilitaires du DNS, NSLOOKUP. Donc, moi, je vais tester ma connectivité déjà à l'extérieur. Je ping ma machine. Est-ce qu'elle résout des noms ? Je ping le 1.1.1.1 pour tester mon DNS. Tout va bien. Et puis, je fais mon apt install DNS utils. Et je donne mon accord directement. Je ne veux pas que la machine me pose la question, veux-tu continuer, etc. Donc, on donne notre yes. Alors, ça contacte les dépôts et ça installe donc le paquet nécessaire. Et maintenant, je peux taper mon NSL, je tabule, ma commande est là. D'accord ? Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, tu peux ouvrir ça ? Avant d'aller plus loin, il va falloir dire à notre serveur RTR Firewall, maintenant mon grand, pour résoudre des noms, tu dois te contacter toi-même. Il ne faut pas contacter ce que tu as comme serveur DNS. Alors, pourquoi ? Parce que derrière notre machine, on a 3 cartes réseau. La première, elle est en statique, elle ne gêne pas. La deuxième, pareil, elle est en statique, elle ne gêne pas. Mais la troisième reçoit un bail DHCP. Elle est en DHCP. Et dans ce bail DHCP qu'elle reçoit, elle va recevoir l'adresse de la passerelle par défaut, en plus bien sûr de son adresse et de son masque, mais elle va recevoir aussi l'adresse des serveurs DNS qu'elle pourra contacter. Et donc dans ce bail DHCP, on donne à ces machines des serveurs DNS. Les serveurs DNS attribués à une machine Linux se trouvent dans le fichier resolve.conf. On dit c'est le fichier resolver. Donc c'est un fichier qu'on regarde ensemble, etc resolve.conf. C'est un fichier qu'on a rempli déjà normalement et qu'on a verrouillé contre les modifications. Comme ça,
quand ma troisième carte obtient un byte DHCP automatiquement, ce fichier ne sera pas changé. Personne ne pourra plus écrire, même le root ne pourra pas écrire dedans, sauf s'il le déverrouille avec un "-i", au lieu de mettre un "+i". Bien, notre domaine, c'était sub3.lan. CTRL-X, donc ça, on l'a fait. On peut tester, donc dans ce fichier, on vient de dire à cette machine, maintenant, pour résoudre des noms, tu dois te contacter toi-même. D'accord? NSLOOKUP RTR Firewall. On voit que la requête de résolution de nom est envoyée au serveur 192.168.20.1, c'est-à-dire la machine elle-même, sur le port 53, le port d'écoute du serveur DNS. D'accord? Et comme réponse, on a rtrfirewall.sub3.lan, lui correspond à cette adresse. On peut tester avec servepub. Servepub. Pareil, la requête est envoyée toujours à la même, au même service, c'est-à-dire le même serveur sur le port 53. Et ça nous dit servepub.sub3.lan lui correspond 192.168.20.2. Et pareil, éventuellement, pour la résolution inversée, je vais tester un nom à l'extérieur déjà, google.fr par exemple. Alors, les jeunes, juste pour comprendre, quand on demande une résolution de nom à l'extérieur, dans le cas de google.fr, on voit que le serveur contacté, c'est toujours la même machine. D'accord ? Le serveur contacté pour résoudre ce nom, c'est toujours ma machine sur laquelle on a installé le serveur DNS. C'est-à-dire la 192.168.2.1, ce qu'on voit ici. Mais on est d'accord que dans nos fichiers de zone, sub3lan.dir et sub3lan.inv, on n'a pas fait d'enregistrement pour Google. D'accord ? Quelqu'un peut me rappeler ou me dire comment alors notre machine a pu résoudre Google? Parce que dans notre base d'enregistrement à nous, en interne, dans nos fichiers qu'on a configurés, on n'a jamais mis que google.fr lui correspond à cette adresse en IPv4 et cette adresse en IPv6. Alors, comment ça s'est déroulé alors la résolution de nom? Ça, c'était dans la partie cours. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment cette machine a pu résoudre ce nom? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est elle qui a géré. On le voit ici. C'est elle-même qui l'a géré. Mais parce qu'on lui a renseigné les redirecteurs. On lui a demandé, on lui a dit, dans le fichier named.conf.option, ma grande, si tu n'arrives pas à résoudre des noms chez toi, tu as le droit de contacter les forwarders qu'on a renseignés, les redirecteurs, dans le fichier /etc bind named.conf.option. Ce bloc d'instructions sert à ça. Sert à dire à cette machine, quand toi tu n'arrives pas à résoudre en local, tu envoies une requête à l'extérieur. Et on a parlé des types de requêtes. Requête récursive et requête itérative dans le DNS. Il y a deux types de requêtes. Quelqu'un se rappelle de la différence? Requête récursive et requête itérative. Récursive, c'est quelque chose qui se répète. Il s'appelle lui-même. On dit un programme est récursif parce qu'il s'auto-appelle. Les programmes s'appellent entre eux. Mais quand un programme s'appelle lui-même, on appelle ça la récursivité. Il y a des développeurs, je crois, qui ont fait un petit peu ça. Quand un client envoie une requête de résolution de nom, je parle d'un client comme celui-ci, quand on a fait, nous, NSLOOKUP, on demande une résolution de nom. Quand je vais sur un site internet, je demande une résolution de nom. Je tape yahoo.fr, avant que ma requête HTTP tape dans le serveur web de Yahoo, il y a une résolution de nom au départ, parce que la requête HTTP part avec l'adresse IP, pas avec le nom. Les machines se parlent entre elles avec les adresses IP, pas avec les noms. Donc avant que la requête HTTP ou HTTPS sorte de ma machine,
il y a un premier processus qui est le processus de résolution de nom. D'accord? Et donc, il y a une requête qui sort de ma machine. Les requêtes DNS qui sortent de la part des clients, on dit que c'est des requêtes récursives. Pourquoi? Parce que cette requête, quand je vais faire entrer, ma machine va dire, je vais contacter cette machine Windows, hein, va dire, ok, moi l'utilisateur, il veut aller sur yahoo.fr, je vais contacter, avant de passer à ça, il y a un autre processus, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais contacter ce qu'on m'a donné comme serveur DNS pour demander la résolution de nom. C'est-à-dire que ma machine va préparer une requête DNS, elle l'envoie au 8.8.8 pour lui dire s'il te plaît, donne-moi l'adresse IP qui correspond à yahoo.fr. D'accord? Mais avant que ma requête sorte de ma machine, il y a quoi comme processus aussi? On a oublié. Oubliez vite. La résolution côté client se fait de la manière suivante. Quand un client envoie une résolution de nom, on avait dit que le client déjà consulte son cache DNS. Chaque client ou serveur faisant appel au processus de résolution de nom possède son cache DNS. C'est un espace qui se trouve au niveau de la mémoire vive, qui a une durée de vie, un TTL, un time to live, pour garder les résolutions qui ont déjà faites. Ce cache DNS qu'on affiche avec, par exemple, sous Windows, ipconfig display DNS. Chaque machine stocke dans son cache DNS les résolutions qu'elle a déjà effectuées. Une résolution, c'est quoi? C'est la correspondance qu'elle a trouvée entre un nom et l'adresse IP. Donc ça, c'est le cache DNS. Moi, quand j'essaye ou cette machine, quand elle essayera de résoudre un nom, en premier lieu, elle regarde son cache DNS pour dire attendez, avant d'envoyer ma requête ailleurs, je vais voir, peut-être j'ai déjà eu affaire à Yahoo. Je l'ai déjà résolu ou pas. D'accord? Donc elle consulte son cache DNS pour dire si la résolution a été déjà faite ou pas. Parce que c'est très rapide d'accéder à la mémoire volatile au lieu d'envoyer une requête au monde extérieur, à un serveur DNS. D'accord? Elle est au niveau de la RAM déjà, cette résolution. Bien, ce cache DNS, il a une durée de vie, on appelle ça le TTL, et qu'on peut vider avec, pour rappel, flush DNS. Cache de résolution non vidé. Donc, le client, les jeunes, pour résoudre un nom, consulte en premier lieu son cache DNS pour dire est-ce que j'ai déjà résolu ce nom ou pas, est-ce que peut-être chez moi j'ai l'adresse ou pas, et dans ce cas, je ne vais pas me casser la tête à envoyer une requête ailleurs. Mais avant d'envoyer la requête ailleurs, la deuxième étape, que ce soit le client Windows ou Linux, quand il veut résoudre un nom, il regarde son fichier hosts. Le fichier qui contient le mappage, ou la correspondance, on dit, entre les adresses et les noms. Ce fichier qu'on trouve tout le temps dans nos machines, dans Windows, et où? Windows, System 32, toutes les machines possèdent ça. System 32, drivers, etc, hosts. Et sous Linux, c'est /etc/hosts. D'accord? Sous Linux, il se trouve là-dedans. Je vais quitter ça. Clear. Si je fais ls/etc/hosts, pardon, le fichier est là. ls détaillé d'une manière détaillée, -l. D'accord? C'est ce fichier que je vais ouvrir éventuellement. Vous puissiez regarder à l'intérieur. C'est lui qui fait correspondre localhost ou le terme localhost ou le nom localhost à l'adresse 127.0.0.1. C'est pour ça,
à l'époque, quand vous avez fait un petit peu de WAMP ou XAMPP ou, euh, ou LAMP, etc., quand vous avez installé ça dans votre navigateur, vous avez pu taper localhost. C'est grâce à ce fichier que la machine comprend que le nom localhost correspond à la 127.0.0.1. D'accord? Il contient un mappage en IPv4 et en IPv6. Bien, bref. Donc, je répète l'histoire. Quand un client essaye de résoudre un nom, en premier lieu, il consulte son cache DNS. En deuxième lieu, il consulte le fichier host. Regardez, moi j'ai joué un petit peu avec le fichier host, si ça on peut le faire pour tester. Je l'ai fait, je crois, avec les BTS deuxième année tout à l'heure, ou avant, je ne me rappelle plus. Je prends le fichier host de mon Windows, et je lui fais croire que quand tu tapes Yahoo, tu vas aller sur cette adresse. C'est-à-dire, au nom yahoo.fr correspond cette adresse, et au nom facebook.fr correspond cette adresse. Ou peu importe, comme je ne les connais pas trop, je ne me rappelle plus c'est quoi ces adresses, je vais mettre... Maintenant, je vais forcer à cette machine. Je lui dis yahoo.fr lui correspond le 1.1.1, et facebook.fr lui correspond le 1.1.1, pour vous montrer que ce fichier est toujours utilisé par nos machines. D'accord ? Donc je vais l'enregistrer sous plutôt, parce que Windows c'est chiant un petit peu. Bureau, il s'appelle host, il n'a pas d'extension. Je reviens sur mon bureau. Il est là, affichage, j'enlève l'extension parce qu'il... Ok, tac. Renommer. Et puis je le prends pour le mettre là-dedans. Mon fichier maintenant correspond à ça. C'est-à-dire que si je vide mon cache DNS, parce que peut-être Yahoo a été résolu, que peut-être Facebook a été résolu, que mon machine connaît l'adresse réelle de Facebook et l'adresse réelle de Yahoo, donc là le cache DNS on l'a vidé, mais je vais le revider. Flush DNS, et que je lance un navigateur et que je tape soit yahoo.fr. Donc là, quand je vais faire entrer, ma machine va essayer de résoudre ce nom. Elle va consulter son cache DNS, elle ne va pas le trouver parce qu'on vient de le vider. Elle va consulter le fichier host. Le fichier host va lui dire ah, yahoo.fr c'est le 1.1.1.1. Ça génère une erreur. Mais on voit qu'il y a un problème. Il fait correspondre yahoo.fr et facebook.fr. Le 1.1.1 nous... Ah, j'ai mis quoi moi? J'ai écrit .com dans le site Ah, on voit qu'il y a un problème. D'accord? On peut prendre des sites qui ne sont pas en HTTPS, il y a un certificat derrière. Mais pour dire que ma machine, après avoir consulté le cache DNS, consulte le fichier host. C'est-à-dire que ma machine ici, si normalement je lui dis résous-moi, trouve-moi qui est yahoo.fr, là elle interroge Google, le DNS de Google, mais si elle consulte ou quand elle est dans le processus de résolution de nom, elle consulte ce fichier host. D'accord? Bien. Troisième étape, elle envoie la requête DNS, bien sûr, au serveur DNS. Si on ne trouve pas dans le cache DNS, si on ne trouve pas dans le fichier host, on envoie une requête DNS au serveur DNS configuré au niveau de cette machine. Et cette requête, j'avais dit que c'est une requête récursive. Cela veut dire quoi, une requête récursive, quand elle est envoyée? Elle est envoyée pour dire au récepteur, trouve-moi la meilleure réponse possible. Et tu peux contacter les autres serveurs DNS. C'est-à-dire le 8.8.8.8, quand il reçoit une requête DNS de notre part, il doit renvoyer la réponse la plus complète possible. Et si elle existe, bien sûr, sinon il nous dit ce nom n'existe pas. Mais on sait que si on envoie une requête, nous, à un serveur DNS, et que ce serveur DNS ne connaît pas non plus le nom, il va contacter d'autres serveurs DNS. Et ces requêtes qui sont envoyées d'un serveur DNS à un autre sont des requêtes
itérative. Pourquoi? Parce que si la requête elle arrive chez Google, là, 8.8.8.8, trouve-moi yahoo.fr, il ne trouve pas. Il va envoyer, lui, une requête itérative à son serveur redirecteur pour lui dire est-ce que tu peux me dire qui fait autorité sur le .fr? Et la réponse revient à ce serveur. Et puis ce serveur réenvoie au serveur qui fait autorité sur le .fr, etc. Donc c'est des requêtes qui permettent d'avancer dans la résolution petit à petit, ou domaine par domaine. D'accord? C'est des requêtes itératives. Donc requêtes récursives et requêtes itératives. Donc ça c'est la partie DNS. Donc la résolution de nom fonctionne et nos clients au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, pourront joindre notre serveur pub en utilisant son nom, le routeur, les autres serveurs, etc. Bien. Étape suivante, il s'agit de vérifier et d'activer l'IP forwarding. C'est ça? Il s'agit, avant d'aller plus loin, si vous avez lu un petit peu les besoins dans l'exercice, donc c'est la phase 7, le TP demandait l'activation de l'IP forwarding. C'est-à-dire que dans cette histoire, on doit mettre en place le routage d'une part, et d'autre part la translation d'adresse. Donc IP activé forwarding, qui est égal à quoi? Qui est égal à la mise en place du routage pour que notre machine puisse router d'un réseau à l'autre. On a 3 réseaux dans l'histoire, le LAN, la DMZ et le réseau externe, plus la translation d'adresse, le NAT, avec la notion de mascarade qui va permettre à toutes les machines du réseau local, comme quand nous on est à la maison, il y a moi, il y a le petit frère, il y a la grande sœur, etc. Tout le monde est connecté sur la même box. Chacun possède son adresse privée à l'intérieur, 192, 168 en général, 50.10, 50.12, 50.13, etc. Entre le téléphone, la tablette, l'ordinateur, la télé, le frigo, etc. S'il est connecté, je ne sais pas. Et puis, quand on sort sur Internet, on sort avec une seule adresse IP publique. Donc, les adresses, quand elles vont traverser le routeur, on dit qu'elles sont translatées d'adresse privée en adresse publique, et quand elles reviennent, d'adresse publique en adresse privée. Cette notion, on l'appelle la translation d'adresse, ce qui est noté en général le NAT. D'accord? Et on peut avoir de la translation de port, et dans ce cas, c'est PAT. Port, adresse, translation. Donc on parle en général du NAT-PAT, si on veut jouer avec IP tables. Donc translation d'adresse et translation de port. Des fois, on reçoit des requêtes qui tapent dans un port et on les redirige vers un autre port. Donc on translate le port quand il traverse le routeur. C'était envoyé sur le port 80, quand ça rentre le réseau, on l'envoie au port 80-80 par exemple. C'est la translation d'adresse, de port, pardon. Donc petit a, routage. Ils veulent qu'on s'étouffe là, je pense. Ils nous mettent en apnée là. Ah. Petit a, routage. Activer le routage sous Linux, c'est très simple. On a un fichier système qui est proxysnat IPv4 IP forward, chemin que vous devez connaître par cœur. Ce fichier contient 0. Pourquoi il contient 0? Parce que le routage est désactivé par défaut. Alors, on va regarder le contenu de ce fichier. On regarde le tableau un instant. J'ai besoin de vous expliquer. Pour rappel, donc proc, que je peux afficher avec 4, tout simplement. Je ne suis pas obligé de l'ouvrir. 4, le fichier proc, 6 comme système, net, IPv4, IP underscore forward. En tabule, bien sûr, pour ne pas faire d'erreur. Ce fichier, si je regarde son contenu en utilisant la commande 4, il contient une seule ou un seul caractère qui est 0. D'accord?
0 pour dire que le routage est désactivé. Ok. Avant d'aller sur ça, je voulais vous montrer le port d'écoute aussi du DNS à travers la commande netstat, qu'on aura l'occasion de l'utiliser souvent, qui permet de voir les services qui sont en mode listen, qui sont en écoute, sur quelle adresse et sur quel port. Très important de connaître cette commande. On ne fait pas de sécurité si on ne sait pas quels sont les processus lancés, sur quelle adresse il écoute, sur quel port il écoute, quels sont les ports ouverts, etc. D'accord? Les scènes, donc qu'est-ce qu'on a? On a le named qui est à l'écoute, hein, le DNS sur le port 53 en TCP, sur le port par défaut 953 en IDP. Donc ça vous permet de voir les adresses d'écoute, pardon. Thomas. Simon. Bien. Alors, ce fichier contient 0 pour dire que le routage est désactivé. Pour activer le routage, c'est très simple. Au lieu d'avoir 0, il faut avoir 1. D'accord? Activer le routage, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire pouvoir récupérer des trames qui arrivent d'un réseau et qui veulent aller sur un autre réseau. Router des paquets revient à dire, je prends un paquet qui vient du réseau, par exemple 192, 168, moi je suis le routeur, et je suis capable de l'amener sur un autre réseau 172. Et quand il revient, je peux remettre à la destination. C'est ça le routage. À définir, moi, je fais le routeur, je dois connaître des routes. Je dois avoir des routes pour pouvoir prendre des décisions. Si j'ai un paquet qui est destiné à tel réseau, je le sors par telle interface ou telle interface, etc. D'accord? Bien. Ah, ils font les courses aujourd'hui. Donc. Rentre à l'intérieur, passe la soirée. Voilà. Ils veulent pas nous ouvrir la porte. Bon, ça va sortir dans l'enregistrement. Je pas fait attention. C'est pas grave. On sait pas de qui on parle. Bien. Et donc, messieurs, pour activer ce routage, soit j'ouvre ce fichier, un petit nano, et j'écris 1 dedans, comme on sait éjecter des valeurs dans un fichier. À travers la commande. Hein? Comment j'écris dans un fichier en ligne de commande? Echo. Non, direct. J'écris sans ouvrir le fichier. Écris-moi 1 dans le fichier. Avec le symbole de redirection. D'accord? La commande echo permet d'écrire du texte, des scripts, des commandes. Elle écrit ce qu'on lui demande d'écrire. Elle l'écrit où? Dans la sortie standard. Le stdout, par défaut, c'est l'écran. C'est-à-dire, si je mets echo genre comme ça, sans le symbole supérieur, elle va m'écrire ce que je lui demande d'écrire, mais à l'écran. Nous, on veut qu'elle nous écrive dans le fichier. Si on met un seul chevron comme ça, ça écrase le contenu du fichier et ça écrit ce qu'on lui demande d'écrire. Si on met 2 chevrons de main, ça nous arrive par exemple d'ajouter des dépôts dans le fichier sources.list. Je ne veux pas écraser les anciens dépôts. Donc si je veux garder le contenu d'un fichier et je veux écrire dedans, on met 2 chevrons. 2 symboles supérieurs si vous voulez. Regardez là, je mets 2 chevrons exprès. Je réouvre le fichier. Donc du fait qu'on a mis 2 chevrons, j'ai effacé déjà ou pas? Ah, j'ai oublié. Je remets 2 chevrons, j'écris un 0 avec 2 chevrons. Non, quand on met 2 chevrons... Non, mais c'est le fichier qui n'accepte... Pardon, je suis sur le fichier IP forward, il n'accepte qu'une seule ligne. Je prends un autre exemple. Echo, bonjour, dans un fichier exemple. Là, le fichier n'existe pas. Hein. Donc, il va se créer. Et dedans, on aura bonjour. D'accord? Si je veux garder son contenu
et écrire à l'intérieur bonsoir, on met 2 chevrons. Ça sera la deuxième ligne. Voilà. Mais le fi... Ça a la suite. Pour dire que si on utilise 2 chevrons, on garde l'ancien contenu et on rajoute quelque chose. Si j'utilise un seul, ça l'écrase. D'accord? Et donc, c'est quoi? C'est bon? Et donc, nous, on veut écrire un dans notre fichier proc. Bien sûr, la tabulation, c'est très important. Proc 6net IPv4 IP forward. Proc, un C, ouais. C'est pour ça tabule pas pour moi. Bien. Alors, regardez le tableau un instant, et après je vous laisse faire de toute façon. Hein. Ce fichier, bien sûr, maintenant, contient la valeur 1. Tac. Mais, par mesure de sécurité, si je redémarre ma machine, ce routage, tant qu'on ne l'a pas rendu, ou tant que l'administrateur ne l'a pas rendu permanent, il disparaît. Donc il y a un fichier système qu'il va falloir aussi manipuler pour rendre ce routage permanent. Donc là, je redémarre ma machine, on va regarder le contenu du fichier, on va voir qu'il contient 0 finalement, malgré qu'on a enregistré 1. Alors, route. Non, il veut pas. Route. Là, il contient un 0. D'accord? Donc, il faut qu'on mette notre 1, mais d'autre part, intervenir dans le fichier etc 6control 6ctl.conf pour décommenter la ligne. Là où il nous dit, il est gentil, Debian. Décommenter the next line to enable packet forwarding for IPv4. Décommenter, une commande. Donc, on décommente cette ligne. etc system control, retenez, c'est 6ctl.conf. On décommente cette ligne, j'enregistre mon fichier comme d'habitude, CTRL-X ou entrée. Et si je veux tester qu'il reste vraiment permanent, je reboot ma machine. Et donc, notre fonction de routage sera assurée pour l'instant. Mais sans la translation d'adresse. On a besoin de la translation d'adresse pour autoriser les clients à aller sur Internet. Donc je me log et on réaffiche si on veut. On trouve notre 1 qui reste permanent au niveau de ce fichier. D'accord? On peut vérifier notre table de routage. Route N. Donc, la table de routage, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous rappelez la table de routage? Première année BTS. On a tout le temps par défaut les 4 colonnes hein, dans une table de routage. Le réseau destination, le masque, la passerelle et l'interface. L'interface, c'est par laquelle on sort, et la passerelle, qui est loin un petit peu, en lointaine, pardon, de chez nous, de la machine, pour dire par quoi on passe pour aller ailleurs. La passerelle n'est pas là. La passerelle pour nous tous, ici, c'est le routeur de l'école. Bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette table de routage? Elle nous dit quoi? La première ligne. 0000, ça veut dire quoi? Ah. Hein? Comment on appelle cette route? La route d'acheminement par défaut. La route par défaut, exactement, c'est la route d'acheminement par défaut. C'est la route que tous les paquets vont prendre quand on ne connaît pas par quelle route on doit les envoyer. C'est autre direction sur l'autoroute. Donc, si cette machine reçoit un paquet destiné à un réseau qui n'existe pas là, elle va utiliser cette route qui lui dit « Ok, tu reçois un paquet dont tu ne connais pas le réseau destination.
Par exemple, le 1.1.1.1. Tu le sors par ton interface ENS38, c'est elle qui est connectée à Internet. Et tu le passes par la passerelle, pour moi 56.2, qui correspond à la passerelle de VMware. On a tous une passerelle différente, on a la même. Ah non, sauf si on est en bridget. Moi j'ai pas la même que vous. Si tu es en NAT, ça veut dire que ton VMware qui joue la passerelle. Ta passerelle, ici, ça correspond à la carte VMnet qu'on voit dans la machine physique. Comment je peux le voir sur moi? Bah, tu mets CMD et tu mets ipconfig /all, ifconfig pour toi, et tu regardes la VMnet 8 en général. La passerelle, si la carte elle est en NAT, c'est l'interface virtuelle qui a été créée par VMware quand on l'a installée. Mais si on est en bridget, ça veut dire qu'on est dans le réseau local de l'école, et donc la passerelle, c'est le routeur de l'école. Bien. Et surtout, cette route, elle dit bien à cette machine, si tu reçois un paquet qui est destiné ailleurs, tu le sors par la ENS38 et tu le passes à la carte réseau 56.2. Et elle se démerde après. Si tu reçois un paquet destiné au réseau 10, c'est-à-dire le réseau LAN, tu le sors par l'interface ENS33. Si tu reçois un paquet destiné au réseau 20, tu le sors par la 37. Si tu reçois quelque chose qui est destiné au réseau de la carte qui est en DHCP, pareil, tu le sors par la 38. Donc il faut savoir lire les tables de routage. C'est les fondamentaux. Si on ne sait pas, on est mal. Parce que après, ça va se compliquer avec les tables de filtrage. Avec les ACL. Donc, chaque ligne est une route. Et on la lit d'une manière simple. Pour atteindre telle destination, je dois faire sortir la trame par telle interface. Et cette trame doit passer par telle passerelle. C'est tout. Parce que le routeur sur plusieurs interfaces, plusieurs cartes réseau, il peut faire sortir la trame par là, par là, par là, derrière, etc. Donc l'interface, c'est le port, hein, si on veut dire, par lequel la trame doit sortir. Et la passerelle, c'est celle qui se trouve là-bas, quoi. Par quoi on doit passer. Et si on n'a pas de passerelle, ça veut dire que le paquet reste dans le même réseau. On ne passe pas par un autre routeur, en fait. Bien. Routage activé. On passe à la partie translation d'adresse, c'est-à-dire le NAT. Et là, j'ai besoin de votre attention. On va utiliser la commande, la fameuse commande de tous les gourous de sécurité, Linux iptables. Iptable est une commande très puissante. Il y en a qui font de ça un métier. Hein, tous les pare-feux, Squid, PF-Sense, tout ce que vous avez entendu parler, dans les bas niveaux, c'est des scripts iptables. C'est-à-dire, c'est des fichiers avec plein d'iptables, plein de commandes. D'accord? Cette commande est très puissante. Elle travaille avec 3 tables. La table NAT, pour jouer avec la translation d'adresse et de port. La table filter, pour définir des filtres, comme son nom l'indique. Et la table Mongols, qui permet de définir ou changer le contenu des paquets. Par exemple, elle peut intervenir sur le TOS, Type of Service, sur le TTL, etc. On veut changer le contenu du paquet quand il passe le routeur. Oui. Mongol. M-A-N-G-L. Donc, je vous conseille vivement déjà de l'installer, parce qu'elle n'est pas installée par défaut sur Bullseye. Donc, un petit apt install iptables avec un petit Y, parce qu'on ne l'a pas par défaut depuis la version Jessie de Debian. Bien.
elle s'installe. Mais en même temps, installez-moi le manuel. Ah, quoi? Je dis APT install et après c'est quoi la commande d'adresse? IP tables. Parce qu'on n'a pas de manuel non plus. La commande man, on l'a pas. Installer le manuel. Pareil. apt install man. Man. Bon, c'est un petit peu long vers la fin, c'est normal. Ça installe les aides pour les commandes, les manuels des commandes. Monsieur, moi c'est écrit impossible de trouver le paquet IPT de Bzz. Et puis, bzz. S. Hein? Man. Ouais. MAN. M-A-N. Manuel. Comme le manuel. Et puis table au pluriel. Hein? Tout attaché. Bien. Et donc, dans ce cas, on peut faire un man de IP tables. Ça, qu'on ne pouvait pas faire avant. Bon, c'est pas le manuel complet, parce que son manuel est un livre. Hein. J'ai dit que c'est un métier, hein, cette commande. Elle fait du filtrage, de la translation, de la redirection, du regroupement, du NAT dynamique, du changement de port. Elle travaille avec des plages d'adresse MAC, d'adresse IP, avec des filtres. Elle est vraiment très 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 puissante. D'accord? On aura l'occasion de faire les fondamentaux avec cette commande, bien sûr. Et après, libre à vous d'aller plus loin. Donc moi, je reste dans le programme. Donc le manuel, on a le manuel de cette commande. Manuel que vous pouvez peut-être lire tranquillement après. Manuel que vous pouvez, vous savez, vous pouvez le faire dans un fichier texte et après, moi, je le fais comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je demande d'écrire. Non. Comment je fais? J'ai oublié. IP tables, man, IP tables, et je donne le résultat de cette commande à travers le pipe. On peut faire une commande, attendre le résultat de cette commande, et son résultat, au lieu de le sortir à l'écran, le passer à une autre commande, à travers le pipe. D'accord? À travers le pipe, et echo. Non, c'est l'inverse. Comment j'ai l'habitude de faire? Echo. Monsieur, la barre que vous avez fait, c'est la barre du 6. Ouais. On teste. Non. Un trou de mémoire là. Echo. Je vais pas écrire manuel. Echo. Le caractère bizarre là. Voilà, celui-ci. Pas sortir là. Non, c'est pas ça. Faut juste appuyer sur 4. C'est pas le 4, c'est celui du 7. Celui qui renvoie le résultat. En fait, si tu mets echo man IP tables, il va t'écrire man IP tables. J'arrive pas à faire le signe. Là, il a envoyé le. C'est le shift. Je vais vous le trouver, il vaut mieux que vous le fasse en français aussi. Donc la commande, j'ai un petit bug là. Hein. Echo, c'est pas le but. Donc, on va travailler avec cette commande. D'accord? On va travailler avec cette commande. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la translation d'adresse. Donc IP tables, on avait dit qu'elle travaillait avec 3 tables. On va travailler avec la table -t. On va pas faire des filtres, mais on va faire. Donc on aurait pu écrire filter. C'est pas le but pour l'instant. On va dire qu'on va travailler sur la table NAT. Avant de taper cette commande, si vous regardez le contenu déjà,
Donc on peut lister avec l'option "grand L" le contenu de la table NAT. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On n'a rien concernant les règles qui veulent, concernant les paquets qui veulent entrer dans ce routeur, qui veulent sortir, qui doivent se faire avant le routage et après le routage, post-routing et pré-routing. D'accord? Parce que le routeur, c'est ça. On a des tables de routage à l'intérieur pour dire est-ce qu'on doit sortir par là, par là, par là, par là, par là, etc. Mais on a aussi des tables de filtrage au niveau des interfaces. Des tables de filtrage, 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 filtrage. Donc, un paquet en entrée un paquet qui vient du monde extérieur, il veut rentrer dans notre routeur. On le filtre pour savoir s'il peut passer ou pas, et après on le route pour dire est-ce qu'on l'envoie par là, par là, par là. Donc, quand on a affaire à un paquet en input, il y a du pré-routing. Et quand c'est un paquet sortant, donc il y a le routage qui doit se faire, et après il passe par le filtrage. C'est du post-routing. Donc on a le pré-routing pour dire j'applique la règle avant le routage, post-routing j'applique la règle après le routage, le input pour un paquet entrant et le output pour un paquet sortant. Donc ça c'est la table NAT. Après, la table filter, si j'affiche tout, je mets "L" directement, on a le forward. Alors, le pare-feu gère des paquets qui veulent rentrer en lui. Il les traite et il répond ou pas. Donc, le pare-feu, c'est un processus qui est en cours d'exécution. Donc, il y a peut-être dans ce serveur, il y a du routage, il y a un serveur web, etc. Donc, un paquet qui est adressé à la machine elle-même, c'est un paquet, on dit input. Un paquet qui doit être généré par cette machine et envoyé à l'extérieur, c'est un paquet output. Un paquet qui doit traverser cette machine, c'est un paquet forward. C'est-à-dire demain, quand on va, pas demain, les prochains cours, quand on va commencer à faire ou à jouer avec les règles de filtrage, on va travailler avec les filtres input, les filtres concernant les chaînes output et les filtres concernant la chaîne forward. Pour dire, est-ce que le paquet qui veut rentrer, je le laisse ou pas, donc ça c'est input. Est-ce que le paquet qui veut sortir, je le laisse ou pas, donc ça c'est la chaîne output. Et est-ce qu'un paquet qui vient dans notre réseau, il veut aller à un autre réseau, donc je laisse passer par moi ou pas. Donc c'est un paquet concernant les règles forward, traversant. D'accord? Si je suis un firewall et je veux que les machines puissent me pinguer moi, donc je dois autoriser un paquet input et un paquet output. Si je veux qu'une machine d'un réseau puisse pinguer une machine d'un autre réseau, je dois autoriser un paquet traversant. Donc c'est un forward. Très simple. D'accord? Bien. Alors, pour l'instant, donc input, output, forward, pré-routing et post-routing. Après, il y a pas mal de schémas qui expliquent ces processus, ou comment le logigramme de IP tables sont définis. On est sur des solutions open source. IP tables process. Il y a pas mal de logigrammes qui expliquent. Bon, on reviendra sur ça en détail. On trouvera quelque chose de fiable et on l'expliquera. Il faut comprendre le fonctionnement. Bien. Ok. On reprend. Oh. L'apnée.
On va avoir du souffle d'ici la fin de l'année. Encore dehors. Je vais te dépasser. Hein. Je t'ai vu courir l'autre jour, mais là, ça va. À force de parler comme ça avec le masque, je vais te dépasser, c'est sûr. On va faire la course là, jusqu'à Charles de Gaulle étoile, tu vas voir. Bien. Alors, allez les jeunes. Donc, on va pas faire de filtre, on va faire une translation d'adresse. IP tables, donc ce qui nous intéresse, c'est la table net. D'accord? Tirer A pour dire est-ce que c'est du post-routing ou c'est du pré-routing. D'accord? Donc, nous, c'est un paquet qui va sortir de ce routeur. D'accord? Là, on est en train de définir la règle. Ça, c'est notre pare-feu. Et on va définir la règle là où tout le monde se connecte à nous et on sort avec une seule adresse publique qui est derrière la ENS 38. Donc, tirer A, post-routing. C'est-à-dire qu'on autorise le paquet avant le routage. Après le routage. Post-routing. Tirer O pour définir l'interface de sortie. Tout le monde va sortir à l'aide de la ENS 38. Oula. Bon, pardon. Tirer TNAT, tirer A post. Bien sûr, je le rappelle, on est sous Linux, on respecte la casse, c'est important. Parce qu'il y a des options tirer petit a, il y a des options tirer grand J, etc. Donc, tirer A post routing, tirer O ENS 33. 38, pardon. Et puis, tirer petit j, on active la mascarade pour autoriser les adresses privées à traverser toutes les adresses privées, cette notion de mascarade a traversé donc notre pare-feu. Alors, masquerade, je me relis et j'envoie. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et donc cette fois-ci, si on réaffiche le contenu de la table net, on voit que dans la chaîne post-routing, on a la cible target, c'est la mascarade, c'est-à-dire tout le monde, qui, pour tous les protocoles, quelle que soit la source et quelle que soit la destination, cette chaîne est acceptée. Dans les policies ou les règles acceptées pour le post-routing, c'est quelle que soit la source, quelle que soit la destination, la mascarade est autorisée, c'est-à-dire tout le monde pourra sortir à l'aide de la ENS 33 qu'on a définie dans la tiret O. Protocole All. Ça, on l'a fait la commande, monsieur, ou pas? Alors, vous pouvez la faire, mais pareil, si on redémarre la machine, elle va disparaître. Eh oui. Elle n'est pas permanente aussi. Vous pouvez le faire. Hein. Je redémarre ma machine. Par mesure de sécurité, tant que l'administrateur n'a pas fixé les choses, elles ne sont pas ou elles ne restent pas permanentes en termes de fonctionnalité. Donc route, je réaffiche le contenu de ma table net, j'ai plus ma règle. Bien. Comment, je termine avec ça les jeunes et après je vous laisse rattraper tout ça. Comment rendre cette règle permanente? Il faut la sauvegarder et puis la recharger au démarrage du système. Donc on la sauvegarde, donc je vais la définir déjà la règle, je la relance, je vérifie le contenu de ma table net et puis on sauvegarde cette table à l'aide de la commande iptables-save. Et je demande de faire mon save dans un fichier qu'on peut appeler et stocker là où on veut. Chacun sa politique. Moi je l'appelle, j'ai pris l'habitude, etc iptables.save.
règle si vous voulez. Point rules. Et j'envoie. Maintenant, ce fichier a été créé par le système. Si je regarde son contenu, c'est un fichier qui comporte une règle concernant la table NAT, concernant le post-routing derrière l'interface ENS38 en activant la mascarade. Et on a le commit pour valider cette règle. Hein. CTRL X. Ce fichier, il va falloir le charger au redémarrage de la machine. Parce que c'est pas parce qu'on a fait un save qu'il va, ou cette règle qu'elle va remonter si vous voulez directement. Il faut ouvrir le fichier interfaces, network interface, pour ajouter tout en bas ou en haut comme vous voulez, pre-up, iptables-restore cette fois-ci pour restaurer. Mais on fait la flèche dans l'autre sens. On restaure depuis. Tout à l'heure c'était en sauvegarde dedans. Là on restaure depuis le fichier qu'on a créé etc iptables dans interfaces, ouais. Rules. Aftari, je te dérange pas. Je te dérange pas. Non, non. J'ai peur de te déranger, tu te concentres là. J'enregistre, yep. Non, de toute façon, ça reste affiché. Hein. iptables, restore, j'ai pas fait d'erreur, ok. Et je reboot les jeunes pour vérifier que ma règle remonte réellement dans ma table NAT. Je vais allumer un client que je branche dans le segment LAN. Ce client doit avoir Internet. Il doit avoir un bail DHCP de la part de notre routeur. Il doit pouvoir résoudre des noms parce que notre DNS est fonctionnel. Il doit pouvoir aller sur Internet parce que notre routeur et translation d'adresse est fonctionnel. Sinon, on n'est pas bon. Alors, notre client, j'ai un client quelque part, j'imagine. Voilà, bah, je vais le prendre pour le mettre là. Je l'allume, ou je vais l'allumer. Je vérifie. C'est un client Windows 10, peu importe, ou une Debian graphique. Je le mets dans le segment LAN, là où se trouve... hein, c'est ce client-là, hein, d'après le schéma. C'est ça. Il est dans la LAN. Il est dans la LAN, là où se trouve l'interface 192.168.10.1. Alors, je l'allume. J'allume sa race. Comment va Ekoué? Vous avez des nouvelles d'Ekoué ou pas? Oui, il a signé en CDI. Ah, il a arrêté les études. Ouais, il a signé en CDI. D'accord. Il le mérite, Ekoué. Ekoué, ouais. Monsieur. Ah, Comment on fait ça? elle est adorable, Ekoué. Et montée en compétence, hein. Il était fort, hein. Ah oui, oui. C'était sérieux, pas comme toi. Non, t'étais sérieux, je rigole. Mais lui, c'est vrai qu'il T'étais l'un des plus sérieux. lui un peu plus. Lui, il se regardait pas trop le matin. Lui, sinon. Il était plus âgé aussi. Oui, plus de maturité, de responsabilité peut-être. Et l'enregistrement aussi. On parle d'Ekoué. Je sais pas si moi la vidéo, peut-être. Il a Non, signalé le truc. il est très gentil. Oui. Ekoué, ouais. Allez, on attend, il s'allume. Donc, on puissance avec le carton LAN. Je veux, j'en ai un. Donc, les deux,
Bon, notre client s'allume. Petite vérification le temps que ça monte. Alors. L'invité de commande. Ah, déjà, ça sent mauvais là. Hein. C'est quoi cette histoire là? Alors, je vais vérifier l'obtention d'un bail. DHCP déjà. ipconfig/all. Alors. Ah, il est en statique, je crois, le mien. Je vais le mettre en DHCP. Je l'ai utilisé dans un autre contexte, je l'ai mis en statique. Donc le client, bien sûr, doit être un client DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Centre réseau et partage. Comme la majorité des clients qu'on a en entreprise ou à la maison. TCP IPv4. Obtenir une adresse IP automatiquement, obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement, on valide, on valide, on valide, on ferme, on patiente et on a le réseau qui arrive ou qui monte. Donc, je regarde pour checker cette